Bonjour, je m'appelle Rémi Debroc, je suis enseignant en sciences de la vie et de la terre au collège René Cassin de Lillers. C'est avec plaisir que je vais partager cette leçon avec vous qui s'adresse plus particulièrement aux élèves de 6e. Pour commencer, je vous invite à me suivre à distance et de manière virtuelle dans mon jardin pour découvrir un petit peu ce que la nature nous réserve. Donc me voici à l'extérieur. Alors j'ai de la chance aujourd'hui, il fait particulièrement beau et c'est très ensoleillé. Et en plus derrière moi, vous pouvez voir, donc j'ai un cerisier des oiseaux qui est en fleurs, hein, déjà depuis quelques jours déjà. Et c'est remarquable parce qu'on entend, vous l'entendez peut-être pas, je vous le montrerai, je vais retourner la caméra pour vous le montrer. On entend et puis on peut voir les abeilles qui butinent actuellement les fleurs et qui passent de fleur en fleur et ça c'est magnifique à voir. Et alors moi ce qui m'intéresse dans cette leçon c'est justement de savoir un petit peu comment cette fleur de cerisier, comment on va passer de cette fleur de cerisier à une magnifique et succulente cerise. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais prendre une fleur et on va aller voir un petit peu plus en détail sa structure. Voici donc la fleur de cerisier vue d'un peu plus près. On peut observer différents éléments qui composent cette fleur. Alors nous allons réaliser une dissection florale, c'est-à-dire que nous allons séparer les différentes pièces florales. Je vais commencer par enlever la première pièce florale que vous connaissez tous, à savoir les pétales. Donc j'enlève le premier pétale, je le dépose, je fais de même pour le deuxième, pour le troisième, quatrième et cinquième pétale. Cela nous permet de mieux voir les différentes pièces florales qui sont situées à l'intérieur de la fleur. Je vais maintenant enlever les pièces florales situées à la base de la fleur et qui sont soudées entre elles à leur base justement, qu'on appelle les sépales. Comme pour les pétales, ils sont au nombre de 5, j'enlève le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et enfin le cinquième. Nous pouvons maintenant voir plus en détail les pièces situées à l'intérieur de la fleur, à savoir le pistil au centre et les étamines qui entourent ce pistil. Concernant les étamines, on distingue une partie blanche qu'on appelle le filet et une partie jaune à son extrémité qu'on appelle l'antère. Je vais maintenant détacher l'ensemble des étamines afin de mieux voir le pistil au sein de la fleur. J'en profite pour les rassembler. Et maintenant nous pouvons voir un peu plus en détail le pistil, et pour cela je vais quand même enlever le reste des sépales qui sont soudés à la base de la fleur. On peut voir trois parties au niveau du pistil. En commençant par le bas, nous pouvons voir le stigmate, puis le style, et enfin au niveau de mes doigts, l'ovaire qui est un peu plus large. Je vais maintenant détacher le pistil du reste de la fleur en le prenant à sa base, juste en dessous de l'ovaire. On retrouve ainsi les 4 pièces florales qui composent la fleur, à savoir les pétales, les sépales, les étamines et le pistil. Toutes ces pièces florales sont insérées sur un pédoncule que vous retrouvez tout en haut. Alors, juste à côté de moi, ce n'est plus un cerisier, pardon, bien que ça ressemble un petit peu, mais un poirier. Et juste pour vous dire un petit peu quand même qu'on peut voir des différences entre les deux fleurs, hein, bien que les pétales sont de même couleur. Si vous regardez bien, l'extrémité, les anthères au niveau des étamines sont plus colorées. Et si vous regardez bien également, le pistil est divisé en plusieurs parties. Donc moi je vous invite aussi, si vous avez la chance d'avoir quelques fleurs autour de chez vous dans votre jardin, de les observer pour comparer un petit peu leur structure. Alors il faut le faire attention parce qu'il y a certaines fleurs, comme par exemple le pissenlit ou les pâquerettes, qui sont en réalité des fleurs composées, c'est-à-dire qu'elles sont un assemblage de plusieurs fleurs. Donc c'est plus difficile pour comprendre leur structure, mais n'hésitez pas à être curieux et à observer les fleurs autour de chez vous. Pour voir si tu as bien retenu le nom des différentes pièces florales qui composent la fleur de cerisier, nous allons compléter ce schéma.
Alors, comment se nomme cette partie de la fleur qui clignote en jaune? Oui, ce sont les sépales. Et cette partie-là qui clignote, comment s'appelle-t-elle? Les pétales, bien sûr. Et enfin, ces éléments-là, comment s'appellent-ils? Oui, ce sont les étamines. Et enfin, cette dernière partie de la fleur, comment s'appelle-t-elle? Le pistil, bien sûr. Très bien, maintenant que tu connais la structure de la fleur, nous allons essayer de comprendre ensemble quelles sont les conditions pour qu'elle se transforme en fruit. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que cette fleur se transforme en fruit. Pour cela, nous allons voir des expériences historiques réalisées au XVIIe siècle sur des fleurs de tulipes. Pour plus de facilité, nous allons reproduire ces expériences sur des fleurs de colza. Voici donc notre fleur de colza. Nous allons voir maintenant comment cette fleur va se transformer en fruit. Observe bien et voir comment évoluent les différentes pièces florales que nous avons vues précédemment. Alors, tu as pu remarquer que les sépales, les pétales et les étamines ont fini par faner et par disparaître. Il ne reste donc qu'à la fin le pistil qui s'est transformé en fruit qui contient ici les graines. Pour comprendre l'importance des différentes pièces florales dans la transformation de la fleur en fruit, les scientifiques ont, pour première expérience, supprimé les différentes pièces florales d'une fleur qu'ils ont isolée afin de voir comment celle-ci va évoluer. Nous allons donc observer l'évolution de la fleur sans les différentes pièces florales, c'est-à-dire sans pétales en haut à droite, sans pistil en bas à droite, sans étamine en bas à gauche et sans sépales en haut à gauche. Observe bien ce que va devenir la fleur lors de sa transformation. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que sans les pétales et sans les sépales, le pistil se transforme tout de même en fruit. Donc, ce qui veut dire que ces deux pièces florales ne sont pas indispensables à la transformation de la fleur en fruit. En réalité, ces pièces florales, à savoir les sépales et les pétales, ont un rôle protecteur. On dit que ce sont des pièces florales dites stériles, c'est-à-dire qu'elles ne participent pas directement à la transformation de la fleur en fruit, et donc à la reproduction de la plante via la formation des graines. Par contre, on constate bien évidemment que lorsqu'on enlève le pistil, la fleur ne va pas pouvoir donner de fruits, donc on retrouve bien l'importance du pistil dans la formation du fruit, puisque c'est celui-ci qui est à l'origine du fruit qui contient les graines, mais on constate que lorsqu'on enlève les étamines de la fleur, et uniquement les étamines, celles-ci ne se transforment pas en fruits. Donc ce qui montre que le pistil et les étamines ont un rôle important dans la transformation de la fleur en fruit. On dit que ces pièces florales sont des pièces florales dites fertiles, c'est-à-dire qu'elles participent et qu'elles ont une importance dans la reproduction de la plante. Pour comprendre un peu mieux l'importance du pistil et des étamines dans la transformation de la fleur en fruit, les scientifiques, lors des expériences historiques, ont enveloppé le pistil dans de la gaze, c'est-à-dire une toile dont le maillage laisse passer l'air, mais qui va bloquer les éléments plus gros que ce maillage. Je vais donc envelopper le pistil d'une fleur de colza avec de la gaze, tout en laissant les étamines, mais aussi les autres pièces florales. Voyons ce que ça donne. On observe, alors que les deux pièces florales sont présentes au niveau de la fleur, que le pistil ne s'est pas transformé en fruit. Donc ce qui montre que la présence seule du pistil et des étamines au sein de la fleur ne peut suffire à sa transformation. Allez, maintenant nous allons observer au microscope l'extrémité d'une étamine que l'on appelle l'antère. Observons bien, qu'est-ce que l'on observe? On observe la présence d'un sac
qui contient de petites billes. Allons voir de plus près en changeant d'objectif. Nous voici maintenant à l'objectif 10. On retrouve bien la paroi du sac et les petites billes que l'on appelle en réalité le pollen. Ces grains de pollen sont donc situés au niveau de l'antère, c'est-à-dire à l'extrémité de l'étamine. Observons maintenant le pistil et plus particulièrement la partie qui contient les graines, à savoir l'ovaire. Qu'est-ce que l'on remarque? On le remarque au microscope la présence de gros grains que l'on appelle les ovules. Ce sont ces ovules qui se transformeront en graines. Allons voir maintenant à l'extrémité du pistil. Je rappelle qu'il se nomme le stigmate. Qu'est-ce que l'on observe? On observe de petits grains collés à l'extrémité de ce pistil. Allons voir de plus près. Ces grains ne te rappellent rien? Oui, bien sûr, c'est le pollen. On a donc du pollen qui est accroché à l'extrémité du stigmate. Suite à nos observations précédentes, nous pouvons donc émettre l'hypothèse suivante que peut-être que la présence du pollen sur l'extrémité du pistil permet la transformation de la fleur en fruit. Vérifions ça à partir d'une expérience. Alors, si je te mets à disposition une fleur isolée et de la gaze, qu'est-ce que tu proposes comme expérience? Voici moi ce que je te propose. Pour tester l'hypothèse précédente, je peux enlever les étamines de la fleur, garder une étamine et déposer du pollen sur l'extrémité du pistil et envelopper ce pistil avec de la gaze. Observons le résultat. On observe que le pistil se transforme en fruit. Pour valider définitivement notre hypothèse, nous avons besoin de comparer cette expérience avec la même expérience mais sans dépôt de pollen sur l'extrémité du pistil. On observe donc que lorsque je ne dépose pas de pollen sur l'extrémité du pistil, la fleur ne se transforme pas en fruit. Nous pouvons donc valider notre hypothèse. Et nous pouvons affirmer maintenant que pour qu'une fleur se transforme en fruit, il faut que du pollen présent à l'extrémité des étamines soit déposé sur l'extrémité du pistil. Cette étape s'appelle la pollinisation. Maintenant, Alice du collège Louis Blériot de Sangatte va nous expliquer à l'aide de son ardoise ce qui se passe après la pollinisation. Nous voyons les grains de pollen déposés sur le stigmate. Une fois déposé, le pollen va germer et former un tube pollinique qui va aller droit jusqu'à l'ovule. À l'intérieur de ce tube pollinique, on a deux petites cellules. Ce sont les cellules reproductrices mâles qui peuvent atteindre l'ovule et s'unir avec celui-ci. La rencontre des cellules reproductrices mâles et de l'ovule, c'est ce que l'on appelle la fécondation. Notre pistil va se transformer en fruit. L'ovule va lui se transformer en graine. Merci Alice pour tes explications. Alors maintenant, si moi je reproduis cette même expérience que vous avez vue, c'est-à-dire que si j'isole une fleur de cerisier et sans faire de manipulation précise, contrairement aux expériences historiques qu'on a vues sur la tulipe ou sur le colza, celle-ci ne va pas se transformer en fruit, donc il n'y aura pas de cerise. Pourquoi à votre avis? Tout simplement parce que le pollen qui doit venir se déposer ici ne peut pas provenir des étamines qui sont sur cette fleur-là, mais le pollen doit provenir d'une autre fleur pour que la fleur se transforme en fruit. Donc il faut qu'il y ait un transport du pollen d'une fleur à une autre pour que la fleur de cerisier se transforme en cerise. Et à votre avis, je vous laisse deviner, mais qui va être chargé de ce transport du pollen? Et oui, bien évidemment, ça va être les petites abeilles là qui vont butiner les fleurs. Et lorsqu'elles vont aller chercher le nectar présent dans les fleurs, et ben elles vont, sans le savoir, prendre du pollen à la surface des étamines et aller le déposer sur l'extrémité du pistil des fleurs. Et c'est ainsi que s'effectue donc la pollinisation chez le cerisier. Cette leçon touche à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses sur la transformation de la fleur au fruit. Et je vous dis à bientôt et surtout restez curieux.